RED+, on s'habitue déjà depuis un certain temps au changement climatique. On en parle dans ce numéro, c'est une suite logique et même cohérente de différents numéros de ce processus de vulgarisation du RED+. Professeur Tuzon Fimpa était avec nous, professeur de droit de l'environnement à la faculté de droit de l'université Kinshasa à l'UPC et dans d'autres institutions privées de la capitale Kinshasa. Monsieur Fimpa, bienvenue. Merci, monsieur Lumbala. Alors, je voudrais qu'on plante les décors. La fois passée, vous avez donné 7 obstacles, ou relevé 7 obstacles, décelés même, en expliquant les obstacles qui s'érigent sur la voie de l'implantation, la mise en œuvre du RED+. Et comment les contourner, comment les surmonter. Aujourd'hui, RED+, changement climatique, cette émission intervient justement à la veille de la tenue d'une grande conférence sur le climat qui était prévue en Amérique latine, mais qui est délocalisée. Alors, les raisons ne nous intéressent pas maintenant. Qu'entendez-vous par changement climatique et quelles en sont les conséquences pour notre pays, pour l'Amazonie, mais nous sommes le plus concernés. Le Congo est le deuxième poumon forestier de la planète Terre. Merci beaucoup, M. Lumbala, pour cette question. Donc, il y a une nouvelle dynamique fait surface avec la problématique du réchauffement climatique dû à l'augmentation des gaz à effet de serre dans la planète. Qu'est-ce qu'on entend par réchauffement climatique? C'est la montée de la température moyenne de la planète. L'accord de Paris suggère qu'on limite cette température à moins 1,5 degrés Celsius. Donc, ces changements climatiques a des conséquences très, très fâcheuses, très désastreuses pour l'économie mondiale et pour la planète. Alors, les scientifiques concluent que le réchauffement de la planète est un fait indubitable, donc indiscutable. Ils ont conclu, le GIEC, lors de son 5e rapport, a conclu que plus de 95%, c'est-à-dire 95% des probabilités que le réchauffement, le réchauffement climatique depuis les années 1950 est les résultats de l'activité humaine. Ça, c'est conclu à 95%. Alors, quelles en sont les conséquences? Les conséquences sont multiples, on ne peut pas s'en passer. Premièrement, l'atmosphère se réchauffe. Il y a montée des niveaux des eaux, montée des mers et des océans. Ensuite, la fonte des calottes polaires a été beaucoup plus rapide durant la dernière décennie qu'au cours des années 1990. Et en Afrique australe, les Botswana connut une sécheresse terrible au cours de ces derniers mois. Et on parle même, n'est-ce pas, des réfugiés, phénomène des réfugiés climatiques. C'est-à-dire des milliers de personnes qui partent à l'exode suite à la dégradation de la qualité de l'environnement, de leur environnement naturel. Donc voilà, il y a le dessèchement du lac Tchad. Il y a même les pourparlers avec notre gouvernement. Une menace permanente sur la sous-région. Et le Congo, c'est la solution à ce phénomène très dangereux. Tout à fait. Donc, pour les bétails et pour les humains. Voilà, il y a des pourparlers avec notre gouvernement pour le pompage d'eau dans les lacs Tchad. Donc il y a la sécheresse, il y a la désertification du Sahel. Donc voilà, ce sont les effets des changements climatiques. Nous les vivons, nous les subissons. On ne peut pas s'en passer de ces méfaits du changement climatique. Nous devons faire quelque chose de façon urgente. Pouvons-nous lier justement ces effets des changements climatiques auxquels vous venez de faire allusion? Les Mboro, on sait qu'ils sont au Congo, à la recherche du pâturage. Ils ne seront pas les seuls. Peut-être bientôt on sera envahi. Mutinga, à son époque, quand il fut encore sénateur, il a écrit un livre lié à la guerre des eaux ou la guerre de l'eau. Il dit la prochaine guerre ne sera pas une guerre technologique, ce ne sera pas une guerre pour accéder aux minéraux, ce sera une guerre de l'eau douce, l'eau potable. Alors dites-nous, les pluies diluviennes qui se sont abattus sur Kinshasa, sur la grande ou l'ancienne province de l'Équateur, avec l'augmentation des eaux de l'Ubangi, du fleuve Congo. Est-ce que c'est lié
aux effets des changements climatiques. Bien entendu, c'est notamment lié aux effets du changement climatique. Comme je venais de le dire tout à l'heure, nous subissons les méfaits, les inconvénients du changement climatique. Alors ce ne sont pas nous qui sommes responsables. Ce sont les pays développés qui sont historiquement responsables. Mais nous devons, nous les pays du Sud, faire quelque chose. Ce sont les conséquences du changement climatique. Des conséquences néfastes de ces changements climatiques. Les tremblements de terre, les inondations, quand il pleut ici, il y a des débordements. Ce sont les effets de ces changements climatiques. Alors, avant d'aborder justement notre thématique, c'est ça même, je peux parler de la quintessence. On termine ce décor avec une autre question. Quelle est la place de la forêt dans le réchauffement climatique? Une question très importante quand même pour ceux qui nous suivent. Très bien. Je disais tout à l'heure qu'ici, une nouvelle dynamique fait surface avec les réchauffements climatiques suite à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, les forêts, dans cette nouvelle dynamique, les forêts deviennent un enjeu majeur sur le plan international visant à diminuer ou à réduire les émissions polluantes dues à la déforestation tropicale. Et je vous informe que ces émissions, d'après les chiffres officiels, représentent 17% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est énorme. Alors, quelles sont les fonctions de la forêt? La forêt, quels sont les rôles primordiaux, principaux de la forêt? Un, sur le plan écologique, la forêt assure la régulation de l'eau. Et la forêt freine la dispersion ou la propagation des maladies infectieuses de par ces processus biologiques. Deux, la forêt assure l'air pur que nous respirons. La forêt sert à nous protéger contre les érosions du sol. Les forêts constituent un rôle crucial dans la régulation climatique du seul fait qu'elles constituent l'un des principaux réservoirs du carbone de la Terre. Donc la survie des forêts évite l'aggravation de l'effet de serre. C'est sur le plan écologique. Sur le plan économique, les forêts constituent une ressource dont l'exploitation procure des revenus financiers aux communautés qui en dépendent. Nous y reviendrons plus tard. Communauté de l'Amazonie du Brésil et communauté des bassins du Congo en RDC. Dans une approche comparative. Et on ensuite, va rétablir un parallélisme tout à fait, qui démontre beaucoup de faiblesses du côté du bassin du Congo. Tout à fait. Et la fonction sociale, c'est quoi? La forêt vise, n'est-ce pas, à satisfaire le besoin des communautés locales. Donc, on y reviendra tantôt. Voilà les trois fonctions de la forêt. Et la forêt contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, que j'ai dit tantôt, 17% des émissions mondiales dues à la déforestation tropicale. C'est énorme. La forêt est le marché central des populations autochtones. Quelqu'un disait supermarché. Tout à fait. Alors, M. Fimpa, vous parlez, ou nous parlons de REDD+, il faut qu'on répète dans une approche pédagogique. Vous répétez, REDD+ signifie quoi? REDD+ signifie réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, incluant la conservation, la gestion durable et l'augmentation du stock de carbone. Avant d'y arriver au REDD+, moi j'aimerais quand même faire un comparatif entre les forêts d'Amazonie, comme premier poumon vert de la planète, et les forêts du bassin du Congo pour chuter au REDD+. Alors, c'est ça même ce qui nous intéresse beaucoup plus. Présentons-nous le 2 poumons forestiers. Tout à fait. Merci beaucoup pour la question. Donc, les forêts d'Amazonie, premier poumon vert de la planète, la superficie de ces forêts s'élève à 520 millions d'hectares de forêts. Forêt du bassin du Congo, 154 millions d'hectares. Donc, voilà les deux forêts. Alors, la population d'Amazonie du Brésil, c'est 220 millions d'habitants, la population estimée, et que 75% de cette population vivent en milieu rural. Donc, dépendent des ressources forestières pour leurs moyens de subsistance. Là, c'est dans l'Amazonie. Dans l'Amazonie. Quand on arrive au bassin du Congo, la population congolaise est estimée à 80 millions d'habitants et que 70%, dont les 3/4 de la population congolaise, vivent en milieu rural. Et ces 70%-là dépendent des ressources forestières pour leurs moyens de subsistance. Alors, vous, ici, vous êtes en train d'établir ce parallélisme entre les deux leaders, voilà, de deux poumons forestiers. Tout à fait. L'Amazonie, c'est le Brésil qui est le leader. Voilà. Le Brésil que vous avez visité. Rio de Janeiro. Voilà. Et puis également
dans le bassin du Congo, c'est la RDC qui est le leader. Tout à fait. Alors, apparemment, les choses marchent là-bas et ici, les choses sont au point mort. Nous allons le démontrer. Deuxième aspect, les taux de déforestation. Les taux de déforestation, l'Amazonie perd environ 27 000 km² par surface des forêts par an. Et la RDC, ce qui représente 0,10% par an. Et là, les forêts du bassin du Congo perdent 0,20% les taux annuels de déforestation. Ce qui est très bien énorme. Déjà pour nous. Voilà, c'est énorme parce que c'est les plus élevés du bassin du Congo. Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est le troisième comparatif, les niveaux de vie moyens du peuple brésilien et du peuple congolais. Les niveaux de vie moyens, c'est-à-dire 75% de la population brésilienne vivent avec 8,9 $ américains par jour. 8,9, donc à peu près 9 $ américains par jour. Alors que 63% de la population congolaise vivent avec moins de 2 $ par jour. Moins de 2 $. Moins de 2 $ par jour. Ça, c'est les comparatifs. Je vous donne les chiffres des Nations Unies. Et j'arrive maintenant à la contribution du secteur forestier dans l'économie nationale. La richesse nationale. En Amazonie, les forêts du Brésil, les forêts d'Amazonie contribuent à concurrence de 28 milliards de dollars par an. En Amazonie, 28 milliards de dollars par an. L'an, ouais. Comme contribution du secteur forestier. Formel, secteur forestier formel. Alors chez eux, le RED Plus est déjà implémenté. Nous y arriverons. Nous y arriverons. Ils ont l'avantage. Voilà, nous y arriverons. Chez nous au Congo, les secteurs forestiers formels contribuent à hauteur de 1%, soit 43 600 000 $ par an. Chiffre de DGRAD. Voilà. On arrive maintenant au financement international. Le financement international forêt d'Amazonie. Il y a un fonds amazonien qui sera alimenté, qui est en train d'être alimenté pour atteindre 21 milliards de dollars d'ici à 2021. Alors, quand on arrive, les Nations Unies a annoncé, vous savez, il y a 1 mois et demi, les Nations Unies a annoncé un financement de 500 millions de dollars. Quand les chefs de l'État étaient partis avec une délégation à New York, les Nations Unies ont annoncé 500 millions de dollars aux forêts d'Amazonie. Alors, quand on arrive en RDC, les contributions ou la contribution, le financement international pour les bassins du Congo s'élève à environ 1 800 000 $ par an. Et dernièrement, il n'y avait aucune annonce pour les bassins du Congo. Une goutte d'eau dans la mer. Dans la mer. Et voilà. Une façon de nous mépriser. Voilà. Et c'est révoltant. Continuez ce parallélisme. Tout à fait. Donc voilà un peu les tableaux qui est présenté des poumons verts de la planète. Maintenant, je me demande, M. Lumbala, nous avons les mêmes défis avec le Brésil. Pays du Sud, le Brésil, la RDC est un pays du Sud, pays en développement. Déficit de gouvernance et de transparence. Au Brésil, ils ont ces problèmes-là. Oui, Lula, la corruption, et puis après, voilà, c'est ça. Voilà, le banditisme, voilà, tout ça. Voilà. Ici, nous avons les mêmes problèmes. L'opacité dans la gestion des services publics. Les fonds publics sont gérés de façon opaque. Nous avons le même problème. Deuxième défi, manque de réseaux routiers fiables. Au Brésil, 85% de l'état du réseau routier en milieu rural est en mauvais état. Et que seulement 80% du réseau routier en milieu rural. Au Brésil. Au Brésil, parce que les RED+, l'essentiel de ces dispositions va se déployer en milieu rural. Donc nous regardons le milieu rural. 80% des routes, réseau routier au Brésil est en mauvais état. Et que 20% seulement est en état moyen. Quand on arrive en RDC, 85% de nos routes en mauvais état, en milieu rural, 15% en état moyen. Donc on a pratiquement le même problème. Troisième défi, manque d'information des populations locales sur la stratégie RED+, et ses retombées sur les collectivités rurales. Au Brésil, ils ont ces problèmes-là. Il y a même les étudiants à l'université de Rio de Janeiro ne connaissent pas c'est quoi RED+. Ici aussi, dans notre pays, certains de mes étudiants à l'université ne comprennent pas c'est quoi RED+. À combien de plus forte raison dans les milieux reculés du pays. L'autre défi, carence d'équipements et d'outils spécialisés pour la collecte des données RED+. Le Brésil a ces problèmes-là.
a le problème de manque d'outils. Nous avons aussi ces défis. Mais pourquoi le Brésil réalise 28 milliards de dollars par an? Et pourquoi nous encaissons 43 millions de dollars? Si nous parlons du banditisme urbain... La faiblesse de la sécurité. Voilà. Faiblesse de la sécurité. Le Brésil, mais ici, il n'y a pas de Kuluna. Les Kuluna, le Brésil, on les appelle des favelas. Ils sont armés. Ils tuent, ils pillent, ils violent, ils traquent. Ils sont même plus dangereux. Très dangereux que les Kuluna d'ici. Mais le Brésil, nous ne disons pas que les Kuluna d'ici doivent être encouragés dans leur pratique. Non, non, non. Voilà, nous faisons ces comparatifs-là. Malgré l'insécurité criante là-bas au Brésil, malgré qu'il y a la présence des favelas qui dérangent, qui menacent la population tout autour des concessions forestières, mais le Brésil réalise quand même 28 milliards de dollars par an. Quel est le secret? Voilà, donc le secret est simple. Moi, j'interpelle d'abord le président de la République. J'ai dit, je lance un message au président de la République. Oui, c'est vrai qu'il effectue des voyages à l'étranger pour l'intérêt supérieur de notre pays. Moi, je vais demander au président de la République, avec beaucoup d'indulgence, d'arrêter son agenda, d'aller au Brésil, pour voir ce qui se passe au Brésil. Donc, programmer un voyage pour le Brésil, voilà. Pour s'inspirer, voir comment il surmonte les défis. De ces défis, parce que les autres réalisent 28 milliards. Et nous, c'est un écart énorme, 43 millions et 28 milliards de dollars par an. Pourquoi ces chiffres-là réalisés au Brésil, d'aller au Brésil? Et j'interpelle en second lieu l'élite congolaise. L'élite congolaise, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de vouloir sur la collectivité nationale, de s'y intéresser. Maintenant, j'arrive maintenant dans le cas de notre pays, monsieur. Il n'y a pas un autre secret, c'est les RAID+. Le Brésil a implanté les RAID+. Et les RAID+ a 3 grandes phases. Vous répondez à ma question sur quelle est la recette de ces performances. C'est RAID+. Comment eux qui sont pratiquement dans les mêmes conditions que nous sont en train d'avancer. Oui. Et nous, ça nous révolte un tableau comme ça. Tout à fait, parce que le Brésil a implanté les RAID+. Les RAID+, pour votre gouverne, a 3 grandes phases. Nous avons la phase d'implantation ou du lancement, la phase de la mise en œuvre ou de l'application du RAID+, et la phase de suivi et évaluation des résultats. Le Brésil a réussi à implanter toutes ces 3 phases, et les RAID+, contribuent effectivement à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la forêt et à accroître la richesse nationale au Brésil. Quant à nous, en RDC, nous sommes toujours dans la première phase, la phase d'implantation du lancement, et cette phase-là piétine. Vous savez que dans cette phase, la communauté internationale donne des aides, des subventions pour le renforcement des capacités gouvernementales, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Voilà, les secrets, c'est les RAID+. Les RAID+, au Brésil, fait rapporter 28 milliards de dollars par an. La contribution du secteur forestier, la contribution formelle dans l'économie nationale, dans la contribution à l'effort national. Le gouvernement congolais a des défis, M. Lumbala, la gratuité de l'enseignement primaire. Pourquoi pas après l'an prochain, gratuité secondaire? Si nous arrivons à implanter les RAID+ dans toutes ces 3 phases, nous allons commencer par 8 milliards. Nous allons monter jusqu'à 15 milliards et 20 milliards. Donc possible. Seul le secteur, uniquement le secteur forestier, peut faire vivre ce pays sans regarder les aventures dans les mines et tout ce que ça nous rapporte comme train des malheurs. Tout à fait. C'est ce que moi je propose. J'ai proposé à ce qu'on crée un ministère de la forêt, ministère des forêts chargé du projet RAID+. Pourquoi? Parce que ces projets regorgeront beaucoup d'argent. Regardez dans le pays, regardez au Brésil, 28 milliards de dollars. Donc avec le secteur forestier, vous venez de le dire tout à l'heure, le gouvernement ou l'État peut faire face à ces défis. Gratuité de l'enseignement, pourquoi pas la gratuité des soins de santé? On catégorise les fonctionnaires tels casque et groupe de la société, ainsi de suite. Donc, c'est ça les RAID+. Les secrets, c'est RAID+. Implanter les RAID+, nous allons avoir des bénéfices dans une perspective de développement durable. Sur le plan économique, il y aura accroissement de la richesse nationale. Les compagnies qui viendront s'installer
implanter, c'est investir dans notre pays, ces compagnies-là vont payer des taxes à l'État. L'État va accroître son chiffre d'affaires. Sur le plan écologique, il y aura réduction de la pression sur les forêts, c'est-à-dire réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Nos forêts seront gérées de façon écologique. Et encore, nous aurons une traçabilité. La fois dernière, on a parlé d'une traçabilité d'arbres. Combien d'arbres a-t-on dans les pays? Quel est le plan de zonage? Alors, il y a des arbres et des vieux arbres qui doivent être déforestés. Et quelle est la durée normale, si cela n'est pas un secret, la durée normale d'un arbre? C'est 99 ans. 90 à 99 ans. Et or, nous avons des arbres, de vieux arbres qui dépassent cette durée de vie-là. Et ces vieux arbres-là doivent être coupés pour permettre aux jeunes arbres de réaliser la photosynthèse. Là, c'est dans la forêt. Mais on a coupé sur boulevard Lumumba, boulevard du 30 juin. Peut-être que vous n'étiez pas encore au pays, oui. En pleine étude donc à Montréal. Dites-nous réellement, est-ce qu'on a reboisé? On n'a pas reboisé, c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un plan de zonage, un plan de match pour avoir la traçabilité d'arbres. Chaque arbre doit être tracé et avoir une certification d'arbre. Nous devons le faire si le secteur est organisé. Donc quand on déboise, il faut reboiser. La superficie déboisée doit dépasser celle qu'on doit reboiser. C'est ça. C'est pour la gestion durable et gestion rationnelle des forêts. Pourquoi ne pas vous réunir, la crème dans ce domaine et réfléchir, les états généraux de l'environnement, réfléchir avec des experts, loin de blabla et de brouhaha politique, pour penser réellement Congo et son développement. Justement, votre question est pertinente. Je lance un appel à tous les analystes. Je lance un appel d'abord aux dirigeants. C'est pour ça que j'ai dit, je commence au président de la République, qui programme un voyage pour le Brésil pour aller s'inspirer des autres. Comment ils font pour réaliser ces chiffres? Deuxièmement, l'élite congolaise. Je lance un second message à l'élite, à toute l'élite congolaise, ceux qui ont les hommes animés de bonne volonté. Il est temps. M. Lumbala, le temps est arrivé, le moment est arrivé pour que notre pays puisse décoller dans ces secteurs, dans les secteurs environnementaux. Nous nous sommes tirés trop bas à l'échelle, alors que nous sommes le deuxième poumon vert de la planète. Comment le Brésil, avec les mêmes défis que le Brésil a pour nous, comment le Brésil réalise 28 milliards et la RDC doit réaliser 43 millions? Ce n'est pas normal. Et 43 millions qui prennent tous la direction du Trésor public. C'est aussi l'autre question, l'opacité dans la gestion, c'est aussi parmi les freins ou les obstacles dans la mise en place, dans la réussite du RAID+. Pour l'instant, vous avez déjà donné votre message de la fin. Le message de la fin, donc merci pour le message, un message d'optimisme. Donc je lance un message à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, que je suis optimiste. Nous militons pour que le projet RAID+ soit effectif sur l'ensemble du territoire national. Si ce projet-là est implanté, le pays va commencer à accroître sa richesse. Nous allons commencer par 8 milliards. Nous allons monter par 10 pour atteindre 15 et 20 milliards de dollars par an. Donc si cette masse d'argent-là, cette masse est mobilisée, et le pays va faire face à ces différents défis. Voilà le mot de la fin que j'ai pour le pays. C'est sur cette note pleine d'optimisme et d'espoir que nous bouclons cette interview. Merci M. Fimpa d'être venu et de nous avoir proposé des éléments de réflexion. À très bientôt pour un autre numéro en rediffusion ou dans la perspective de la suite de ces émissions. Au revoir.